Bonjour à tous. Avez-vous déjà failli être croqué par un crocodile? C'est arrivé à certains et sans doute il vous est arrivé d'autres aventures avec d'autres vivants qui ont pu être déterminantes dans votre vie. On va parler un peu des expériences que l'on peut vivre dans la nature à travers la découverte de ce livre de Jean-Philippe Pierron, Je est un nous, sous-titré Enquête philosophique sur nos interdépendances avec le vivant. Jean-Philippe Pierron est un philosophe qui travaille à l'Université de Bourgogne et il travaille notamment sur les dimensions poétiques, politiques et éthiques de l'action humaine en écologie. Je vais vous présenter ici dans cette vidéo en quelques mots les lignes directrices de ce livre et également quelques faits qu'il relate. Il introduit la notion d'éco-biographie ou le concept d'éco-biographie. Il y introduit aussi sa propre éco-biographie et aussi des éléments de l'éco-biographie de certains philosophes ou penseurs de l'environnement. Et alors, sans attendre, qu'est-ce que l'éco-biographie? Bon, déjà, moi, ça m'a forcément vite interpellé parce que ça rejoint ma démarche d'écologie humaine introspective. L'éco-biographie, c'est remettre à l'honneur le vécu que l'on peut avoir avec les autres vivants, avec la nature, avec la terre. C'est considérer la subjectivité des relations singulières que chacun on peut avoir avec la nature. On a tous des expériences avec la nature, mais différentes. Elles sont multiples et elles ont des saveurs différentes. Et elles peuvent être plus ou moins déterminantes dans nos vies, plus ou moins bouleversantes, plus ou moins joyeuses. Dans ce livre, il souligne l'importance de partager. Il insiste beaucoup sur le lien entre ce vécu individuel et ensuite comment ça se traduit dans la vie collective. Comment l'écobiographie ou l'écologie à la première personne, quand on le met à l'honneur, quand on voit l'importance que ça peut avoir dans nos relations avec le vivant, comment ensuite, justement en le partageant, on peut arriver à faire un monde commun différent. Fondamentalement, ça rejoint en fait des questions philosophiques profondes telles que qui suis-je? Et je suis en fait de relations, notamment de relations avec tous les vivants qui m'entourent. Il le dit, on est plutôt dans une société où tout ce qui est sensible est considéré comme dérisoire. C'est peut-être là notre malheur actuel. C'est vrai que parfois on peut avoir du mal à exprimer ce que l'on vit d'un point de vue sensible par peur du jugement que l'on s'est forgé comme une norme sociale. Il parle aussi de mutilation sociale, justement. Il serait temps, comme il le dit aussi, d'établir une politique de l'attention, c'est-à-dire de prêter attention à ce qui nous entoure, aux vivants qui nous entourent, aux relations que l'on a avec, à ce que ça nous apporte. Comment une éco-biographie individuelle peut faire le lien avec une éco-biographie sociale et politique. Raconte que dans une conférence une fois, il a demandé à l'assemblée qui c'est qui a déjà ressenti de la joie à caresser l'écorce d'un arbre. Alors, au début, il n'y avait pas grand monde, enfin, il y avait personne qui réagissait, puis ensuite une main s'est levée, puis plusieurs. Et donc on voyait que c'était un partage en fait, que ce vécu finalement. Et c'est là que pour lui, il y a eu un lien entre l'intimité vécue, le partage de cette intimité et une réalité sociale qui fait que l'on va considérer comme important d'autres choses, d'autres faits que ceux habitués. Et que la sensibilité ne va pas être relarguée on ne sait où. Alors comme je vous l'ai dit au départ, il relate certains éléments écobiographiques, donc certains vécus importants de penseurs de l'écologie, notamment Aldo Leopold, Val Plumwood, Arnonès. Je me demandais au départ si vous aviez été croqué par un crocodile parce que Val Plumwood, qui est une philosophe australienne, a vécu cette expérience traumatisante d'être attaquée par un crocodile, d'en être la proie. Concrètement parlant, en fait, elle pagayait sur son canoë au nord de l'Australie quand justement elle a vu l'œil du crocodile. Ensuite, elle l'a partagé justement sous forme de récit. C'est cet œil du crocodile qu'elle a bien vu avec trois paupières et qui le regardait froidement. Elle a tout de suite senti que il n'était pas du tout impressionné par elle et que elle devenait une proie et que lui était le prédateur. Et cette relation établie s'est manifestée concrètement. Elle s'en est sortie heureusement. Et il a fallu beaucoup de temps pour elle pour intégrer ce vécu, qui est là aussi particulier et traumatisant dans ce cas-là, c'est très fort. Elle l'a forcément utilisé dans ses réflexions philosophiques par la suite, où elle a réfléchi sur une éthique entre espèces. Vous savez, de connaître ce que c'est que la prédation pour de vrai entre espèces, s'inscrire dans le réseau trophique, un propre prédateur en tant qu'humain, forcément le vécu donne des preuves d'existence. On est plutôt dans une société où l'on vit par des preuves de science, et effectivement c'est important de les avoir, mais il y a aussi des preuves d'existence, et celles-ci, il ne faut pas les nier non plus. Elles ont une force concrète de nous transformer, de nous faire réaliser les choses de manière
incarné, non pas qu'intellectuel. Il y a aussi un chapitre consacré à Arne Næss, vous savez, le philosophe norvégien, dont je vous ai déjà fait une vidéo, où je vous avais raconté justement l'importance de son vécu, notamment avec la montagne, comme source d'inspiration et aussi de réflexion pour fonder son écosophie, notamment ce qu'il appelle l'écologie profonde, la deep écologie. Il raconte, ce que je ne savais pas, qu'Arne Næss, en 1970, s'est attaché à des rochers face à une des plus grandes cascades d'Europe, parce que justement celle-ci était menacée pour être canalisée pour faire barrage. Et donc il a décidé d'y rester attaché tant que le projet ne sera pas abandonné. Alors il a été expulsé, arrêté, mais finalement son action portera ses fruits puisque le barrage ne sera pas construit. Næss sera aussi l'un de ceux qui vont mettre en avant l'importance de l'expérience vécue avec la nature, surtout lui avec la montagne, l'importance de l'humilité avec la montagne, de se sentir petit face à la montagne, et c'est ainsi qu'on va pouvoir partager sa grandeur. L'importance aussi de cette expérience, même si elle n'est pas utile, si elle ne semble pas utile, si elle n'est pas productive. En fait, il dit que c'est par ces expériences-là, en fait, avec la nature, que l'on peut vraiment se sentir nature, être avec la nature, être dans la nature ou faire partie de la nature. C'est oser vivre notre nature. Qui est la nature? Il cite Arne Næss, le règne de l'expérience, qui est chargé de valeurs, de spontanéité et d'émotion, n'est-il pas une source de connaissance de la réalité, aussi authentique que la physique mathématique? Il parle aussi de Aldo Leopold, ce forestier américain qui est à l'origine de l'éthique de la Terre, on peut dire. Une expérience qu'il a vécue lorsqu'il était en montagne et a tué, a chassé en fait une louve qui est venue mourir à ses pieds. Bon, je vous laisse découvrir plus l'écobiographie et les faits écobiographiques de différentes personnes à travers la lecture de ce livre. Ne négligez pas votre vécu avec la nature. Et ne négligez pas non plus l'importance de décrire avec justesse votre vécu, vos émotions, vos ressentis, vos perceptions. Allez, ciao, bonne écobiographie. S'approcher d'une fleur n'est jamais un acte inutile, ou si vous préférez, est la suprême inutilité qui est la quintessence de l'utile.